Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes puisque toutes les nouvelles figues custo en plastique arrivent à la fin de la semaine. Ça va encore être, je pense, la ruée. On va parler de ce que Games Workshop nous a révélé sur comment est-ce qu'on construit son armée en V11, comment on va avoir les missions en V11, plein de rumeurs qui ont l'air d'être vraiment très exactes sur tout ce qui est comment le terrain va fonctionner aussi en V11, et on terminera évidemment avec les éventuels reveals du lundi qui arriveraient après que j'enregistre tout ça, et ce que j'ai pas. Alors évidemment, si on commence avec tout ce qui est précommande, et bien cette semaine ça va être tous les custos en individuel, On avait déjà pu précommander le gros bataillon Custodes où il y avait une partie de ces figurines dedans, mais là vous allez pouvoir précommander spécifiquement. Alors comme toujours, ce sont des figurines qui sont faites pour les Résidorus, les boîtes sont brandées et Résidorus. Vous pouvez jouer ces figurines en proxy pour 40 000, mais pour l'instant, ce ne sont pas des figurines officielles de la gamme 40 000. C'est juste que vous pouvez les utiliser à la place de ce qui est dans le Codex Custo ou dans le truc Forge World. Et on verra quand Games Workshop daignera nous donner la mise à jour version PDF des règles des custos qu'ils nous ont promises il y a quelques mois déjà maintenant. On verra si vous avez accès à ces figurines-là de manière plus fiable et plus officielle, ou si ça reste purement et simplement du proxy. Ça, faudra attendre de voir. À mon avis, ça va remplacer les anciennes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir précommander? Le Capitaine Rempart, donc bon, c'est un custo à pied normal avec bouclier et épée. J'imagine qu'on va pouvoir lui mettre d'autres équipements à un moment, parce que, en tout cas, si vous voulez le jouer à Warhammer 40 000, il va bien falloir lui mettre un autre type de lance que ce qu'il a là, puisqu'il est censé avoir une lance dans la majeure partie des cas. Vous pouvez aussi l'utiliser pour représenter un tribun, ça c'est une différence qui n'existe que à l'Hérésie d'Horus. La figurine est bien, il a juste une tête de custo absolument normale, mais en même temps c'est logique puisque les capitaines remparts c'est juste des custos normaux qui ont été désignés pour mener une force, c'est pas un rang qu'on tient de manière permanente au niveau des custodes, donc c'est pas si surprenant. Vous avez la sodalité de garde custodien classique, donc ça c'est ceux avec les lances, figurines absolument splendide. Je sais que certains n'aiment pas trop les genouillères et les jambières, ce que je peux comprendre, mais je trouve que le niveau de détail concentré plutôt sur le haut que sur les jambes a beaucoup plus de sens et fonctionne très très bien. Les armures de jambes sont utilitaires parce que c'est celles qui vont tout le temps se faire éclater en permanence avec des rochers qui rebondissent, des balles, des machins. Faut pas oublier que l'humain normal, il doit arriver à peu près là. Donc la moitié, il doit arriver à peu près au niveau du bas du torse, donc il est probable que tous les tirs qui arrivent soient majoritairement dans les jambes du custo, parce que c'est à peu près la hauteur à laquelle les adversaires se trouvent. On a évidemment la variante avec bouclier également, et la Vexilla, donc ça sera vendu par 6. Moi je pense que la mise à jour de règles que Games Workshop va nous filer, ça sera majoritairement juste pour dire, c'est deux fiches d'unités séparées, vous pouvez maintenant les jouer jusqu'à 6, avec une mise à jour des coups en points, j'imagine, et probablement l'ajout de certaines unités Forge World qui sont maintenant en plastique dans les unités lambda de base du Codex Custo. Vous avez aussi les Venatari. Alors moi j'aimais bien les anciennes figurines, mais c'est vrai que le côté résine était très pénible. Là c'est une bonne mise à jour, j'aime bien les jetpacks qu'ils leur ont filés, même si j'aimais plutôt mieux les précédents que j'ai dans ma vitrine, je les regarde là sur le côté, mais vous pouvez pas les voir évidemment. J'aimais plutôt mieux le jetpack des précédents, que je trouvais plus intéressant, mais globalement celui-là fonctionne très bien. Les poses sont bien, on se débarrasse enfin de ces espèces de socles de volants dégueulasses. Je préfère largement avoir un mec qui est debout sur un rocher tactique, comme s'il allait prendre son envol, plutôt qu'un mec sur un socle transparent qui va s'éclater en 4 secondes, donc je les trouve très bien. À voir, là encore, mise à jour des règles, qu'est-ce qu'on va avoir pour le bouclier et le pistolet, ou la lance, on verra ce qu'il nous donne à Warhammer 40 000, en tout cas à l'Hérésie d'Horus, les deux sont plutôt intéressants. Vous avez aussi le Dreadnought qui permet de faire un Galatus ou un Aquilus, on l'avait déjà vu, toujours très classe, une réplique quasiment point par point de la version Forge World avec une lance légèrement différente, ou une épée légèrement différente. Globalement, figurine splendide. Le Coronus, enfin en plastique, parce que ça en résine, ça devait peser 6 tonnes à peu près, donc là, très très bonne figurine aussi, super canon. À la Résidorus, c'est vraiment un super truc, et à 40 000, il est pas forcément merveilleux, mais j'imagine qu'avec des règles revues et corrigées, ça pourrait être intéressant aussi. Le Caladius dans sa variante normale ou sa variante Annihilator, donc ça c'est la variante anti-véhicule, et ça c'est la variante anti-infanterie plutôt, ou anti-élite, sachant que maintenant vous avez deux choix, vous avez les espèces de bolters Lastrom jumelés, ou vous avez une espèce de projecteur à cascade de neutronium, ou un truc comme ça, donc j'imagine qu'on aura aussi la capacité d'avoir cette arme-là à Warhammer 40 000 dans la fiche d'unité revue, quand on aura les règles en PDF. Donc évidemment, si vous êtes intéressé par des trucs custo, mais que vous n'êtes pas sûr de si Warhammer 40 000 va supporter ces figurines ou pas, les seuls
seuls trucs dans lesquels moi je recommanderais d'investir, si vraiment vous pouvez pas attendre, mais vous êtes pas sûr encore, c'est les gardes custo avec les lances, les gardes custo avec les boucliers. Ceux-là, vous allez avoir la même taille de socle, vous allez avoir globalement quasiment la même taille de figurine, je pense qu'il y aura jamais de problème pour les jouer. Tout ce qui est véhicule, attendez de voir, parce que Games Workshop n'aime pas mutualiser les figurines, et donc si demain tous ces véhicules dégagent de la gamme Warhammer 40 000, on n'est pas à l'abri, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire, mais si c'est ce qu'ils font, vous aurez acheté des figues en plastique pour rien, et vous aurez probablement du mal à trouver des joueurs de le Résidorus qui vous les rachèteront, donc faites bien gaffe à ça. Moi, si jamais vous avez un doute, lancez-vous que sur les gardes custo, pas sur les véhicules ou les dreadnoughts. Et puis quand vous aurez le PDF de règles, vous saurez ce que vous pouvez acheter, de toute façon ça va rester dans la gamme, et vous pourrez les acheter quand vous voulez. Bon, on a eu aussi quand même un petit coup d'œil à une des autres figurines qu'il y aura dans la boîte de lancement de la V11, qui est un vétéran d'assaut. Alors, c'est des intercesseurs à jetpack, il n'y a pas 60 000 manières de faire un Space Marine avec un jetpack. Maintenant, ils ont quand même quelques petits détails supplémentaires qui sont cool. Vous avez les petits pendentifs, vous avez plus de détails sur les genouillères, vous avez des sauts de pureté, et puis évidemment, une sélection d'armes qui n'est pas la même que celle des intercesseurs d'assaut à jetpack. Donc là, on a un petit, probablement un sergent avec le... Ou non, c'est pas un sergent, c'est juste qu'il a le casque doré parce que c'est un vétéran. Mais en tout cas, avec un pistolet plasma et une épée énergétique. Ce qui est intéressant, bon, ça reste un Space Marine relativement standard avec un jetpack, il n'y a rien d'incroyable. Mais bon, vous aurez du coup des épaulières différentes avec la Crux Terminatus. Vous avez les sélections d'armes, quelques petits détails supplémentaires. C'est sympatoche, il y a vraiment rien à en dire de particulier, c'est un Primaris, voilà, il y a un petit pagne quand même en plus, voilà. Bon, un tout petit peu plus de détails, c'est pas folichon incroyable, mais c'est mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre personnellement après l'intercesseur qu'ils avaient montré, qui est vraiment une copie conforme des intercesseurs existants avec un autre casque. Là, on est quand même un petit peu plus sympa, bon, pourquoi pas. Bon, maintenant Games Workshop nous a donné un peu d'informations aussi sur la manière dont on va construire ces listes d'armées à Warhammer 40 000. Alors déjà, il y a un changement intéressant au niveau des personnages qui est mentionné à la fin. Quand vous attachez un personnage à une unité, le personnage il a deux types, soit il est leader, soit il est support. Vous pouvez avoir et un leader et un support dans une unité. Ça, c'est cool, parce que ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de faire un choix entre, par exemple... il y avait déjà certains personnages qui le faisaient. Vous pouviez mettre un lieutenant et un capitaine, par exemple, ou un apothicaire et un capitaine. Et il y avait certaines armées qui vous permettaient d'inclure tel personnage, même si vous aviez déjà tel autre personnage. Maintenant, ça va être un peu plus flexible, et ça veut dire qu'il y a des persos où on se disait, en fait, ils pourraient être cool, mais je vais jamais les mettre dans l'unité, parce que le meneur qui va leur donner les meilleurs bonus pour le rôle qu'ils ont sur la table, c'est celui-là. Donc jamais je prends le deuxième perso. Là, ça va vous ouvrir la capacité de mettre un deuxième personnage qui rajoute un deuxième bonus, ou qui rajoute juste une puissance de frappe supplémentaire. Et ça va être assez intéressant, sachant que les personnages qui sont leaders peuvent aussi être pris tout seuls à pied. Par contre, les personnages support doivent absolument être dans une unité. Et comme il l'avait déjà montré avant, eh bien les personnages, vous devez les affecter à une unité directement à la création de liste. Vous avez plus de flexibilité au déploiement. Je trouve que c'est un bon système, c'est intéressant. Deuxième chose, ça va être tout ce qui est détachement. Maintenant, vous allez pouvoir avoir plusieurs détachements pour votre armée. Alors moi, j'étais assez inquiet sur le fait que ça allait être un gros bazar. Maintenant, ça a l'air assez simple, la manière dont ils l'ont géré. C'est-à-dire que vous avez des détachements qui ont un certain nombre de points de détachement. Un détachement super généraliste, comme par exemple le Gladius, vaut 3 points. Un détachement un petit peu plus restrictif et pas complètement généraliste, j'imagine peut-être Androkari, le détachement des coteries peut-être, ou le détachement des Witch, ou le détachement pur Cabal, qui ne booste pas toute l'armée, lui peut-être serait à 2 points. Et vous avez des détachements qui sont plus petits, qui vont peut-être booster que 2 ou 3 unités de votre codex, qui eux seront à 1 point. Et donc, quand vous jouez à 2000 points, vous avez 3 points de détachement. Donc soit vous prenez un généraliste, soit vous prenez un moyen et un petit, soit potentiellement vous pouvez prendre peut-être jusqu'à 3 petits. Et donc, ils n'ont pas précisé comment ça allait marcher pour les stratagèmes. Je pense que chaque détachement n'aura plus 6 stratagèmes. Je pense que les détachements généralistes en auront 6, que les détachements moyens, qui coûtent 2 points, auront que 4 stratas, et que les petits détachements, eux, n'auront que 2 stratas. Ce qui fait que si vous prenez les détachements généralistes, vous avez toujours 6 stratas. Si vous prenez un moyen et un petit, vous avez 4 plus 2, 6 stratas. Si vous prenez 3 petits, vous avez 3 x 2, 6 stratas aussi. Sachant que, de manière intéressante, là, ils nous mettent le nombre de points de détachement et le maximum d'amélioration. On passe à 4 améliorations
à 2000 points au lieu des 3 actuels. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement prendre toutes les améliorations d'un détachement généraliste ou aller piocher des améliorations des 2 ou 3 détachements que vous avez décidé de choisir. Vous avez la même limite, maximum 3 fois la même unité à 2000 points, 2 fois à 1000, et surtout, vous avez plus d'options pour le 3000 points. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou s'ils l'ont juste pas mentionné ici, mais il est possible que le 3000 points disparaisse, du coup, de la V11 en tant que format officiel, ce qui est intéressant, un peu dommage, parce que des fois c'était sympa de faire une plus grosse bataille, mais j'avoue que depuis le début de la V10, je suis pas sûr d'avoir déjà fait une seule bataille à plus de 2000, donc bon, c'est pas, pour moi c'est pas un drame. On a un autre truc intéressant au niveau des améliorations, c'est qu'il n'y a pas que les personnages qui vont pouvoir en prendre. Certaines améliorations, ça n'a pas l'air d'être tous, mais certaines améliorations ont un mot-clé qui va être upgrade, donc mise à jour ou amélioration, un truc comme ça, optimisation, amélioration, j'imagine que ça sera les optimisations et certaines auront un mot-clé amélioration. Celles-ci peuvent se mettre sur des unités non personnages, et ça c'est plutôt cool, ça va être intéressant, et ça veut dire qu'a priori on peut appliquer cette amélioration à 3 unités non personnages pour un seul slot d'amélioration. Donc par exemple, vous jouez à 2000 points, vous avez droit à 4 améliorations. Vous en avez, imaginons, une dans votre liste d'amélioration du détachement que vous jouez qui a un upgrade. Vous allez pouvoir le donner à des unités non personnages, à 3 unités non personnages, et ça vous compte que pour une seule optimisation que vous avez prise. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Évidemment, par contre, il va falloir le payer pour chacune des unités qui le prend. Donc si c'est 20 points, vous mettez sur 3 unités, ça va coûter 60 points supplémentaires. Mais c'est plutôt cool parce que ça vous permet de donner des bonus sans avoir la taxe personnage associée. Il y avait plein de trucs où on se dit, bah dans ce détachement, j'ai envie d'avoir le bonus qui me permet, je sais pas, de réembarquer dans un transport quand on me tire dessus. Mais j'ai pas envie de payer le personnage à 60 points le moins cher possible, juste pour pouvoir mettre une amélio à 20 points. C'est trop cher. Le mettre directement sur l'unité, bah c'est super efficace et c'est top. Donc faudra voir comment est-ce qu'ils rajoutent ça, mais ça je suis super content aussi. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Et puis l'autre point sur les détachements, c'est que chaque détachement que vous choisissez vous donne une disposition de force ou une organisation de force. Vous avez donc 5 choix. Vous avez prendre et tenir, disruption, éliminer l'adversaire, priority assets, donc ça va être atout prioritaire, et reconnaissance. Ces éléments-là vont dicter comment vous scorez pendant la partie. Et le fait d'associer cette disposition à celle de l'adversaire va vous donner le scénario sur lequel vous jouez. Et on sait pas encore trop non plus comment on va choisir cette disposition. J'imagine que si vous avez plusieurs détachements qui vous donnent certaines dispositions différentes, vous allez choisir celle que vous voulez au niveau de votre liste d'armées. Vous allez dire ça c'est mon détachement principal, et donc la disposition c'est celle de ce détachement principal là, et voilà. Ou alors peut-être que vous aurez la latitude à chaque partie de dire bah j'ai un détachement qui me donne prendre et tenir, et un détachement qui me donne éliminer l'adversaire. Et en fonction de la mission que ça va me donner face à ce que l'adversaire a, eh bien je vais pouvoir choisir un truc. Le problème c'est que si l'adversaire il a lui aussi 2 dispositions, vous dites bah toi tu prends laquelle, bah je sais pas, toi tu prends laquelle, bah je sais pas, je vais prendre éliminer l'adversaire, ok bah dans ce cas là je prends celle-là, ah oui mais si tu prends celle-là, moi je préfère prendre et tenir, ah oui mais si toi tu prends prendre et tenir, moi je préfère reconnaissance. Donc en fait ça s'arrêtera jamais, donc à moins de déterminer par un jet de dés c'est naze. Donc je pense que sur la liste d'armées il faudra écrire la disposition qui correspond à celle que vous voulez jouer, mais ça vous donne une manière de jouer différente qui est de dire bah au niveau de ma liste elle est construite pour tuer des trucs. Je m'en fous de tenir les objectifs, je m'en fous d'aller faire des secondaires et des actions, ce que je veux c'est buter l'adversaire. Et donc mes points ça va être tuer l'adversaire avec le Purge the Foe, et donc je vais prendre un détachement qui me donne Purge the Foe et qui accompagne bien le fait que j'ai envie de dégommer des trucs. Si je veux un deuxième détachement qui me donne reconnaissance, ok, mais je m'en fous, je jouerai en Purge the Foe. Ça je trouve ça super intéressant, c'est bien, et surtout ça vous permet d'éviter de jouer une partie qui vous frustre, parce que si vous jouez World Eaters, jouer sur Terraform, où vous devez vous mettre sur des objectifs et faire des actions pour terraformer, c'est nul, c'est pas narratif, c'est pas fun, c'est pas intéressant, vous aurez beau le tourner dans tous les sens, vous êtes des berserks assoiffés de sang qui veulent charger tout droit. Vous allez jouer en Purge the Foe, vous allez marquer des points parce que vous tuez des unités ennemies, et ça c'est beaucoup plus narratif, et donc beaucoup plus fun aussi sur la table. Alors justement, au niveau des missions, ils ont publié un deuxième article la semaine dernière qui explique comment ça va marcher. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est que vous aviez un pack de missions, et que vous ayez une armée de Berserk, de Emperor Children qui veulent tout découper, ou une armée de Phobos qui veulent s'infiltrer et mettre des bombes, vous aviez le même scénar, c'est tu dois tenir un objectif, tu marques 5 points par objet, blablabla.
très basique, et du coup reflète pas forcément ce que vous aviez envie de faire, et ça donnait des actions un peu nullos, du style bah je vais laisser mes 20 bonhommes sur cet objet alors qu'ils auraient une charge à 3 parce que bah, j'ai besoin qu'ils fassent une action et j'ai rien d'autre qui peut le faire, mais ça me rapporte plus de points de faire ça plutôt que de charger de te tuer, donc bah pour gagner la partie c'est ça qu'il faut que je fasse. Des trucs un peu nuls, des cordons un peu pourris pour aller tenir des objectifs avec 2 unités, enfin bon bref, si on peut se débarrasser de ça c'est quand même plus sympa parce que bah on est là pour faire une bataille quand même, hein, pas juste je me mets debout sur ce point. Donc beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de disposition. Donc évidemment, comme on vient de le voir, chacun des détachements que vous prenez va vous donner une disposition d'armée, hein, parmi les 5, on vient d'en reparler, et ensuite vous allez comparer cette disposition avec celle de l'adversaire, et chaque joueur va avoir sa propre mission. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est la mission principale qui est seulement pour l'armée qui va jouer en Purge the Foe si jamais il affronte une armée qui a disruption comme disposition de force. Donc le joueur qui, imaginons, joue World Eaters et qui veut découper des gens, sa mission, ça va être, il y a des unités qui sont marquées comme condamnées, c'est celles qui sont sur les objets, on en désigne jusqu'à 3, qui sont sur les objets ou qui ont détruit une unité amie au tour précédent. Ces unités sont marquées comme condamnées, dès que vous détruisez une ou plusieurs unités condamnées à ce tour, c'est 5 points, et ensuite il y a encore des points pour tenir les objets quand même. Peut-être que le joueur qui a disruption, lui, il a les mêmes points pour les objectifs quand il affronte quelqu'un qui en Purge the Foe. Par contre, il a des points supplémentaires pour chaque unité à la fin d'un tour qui est chez l'adversaire, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être ce genre de truc. Mais du coup, chaque joueur va avoir sa propre mission principale avec sa propre manière de scorer. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous avez un peu de latitude aussi. Autre indicateur super intéressant, c'est que ici, on voit à la fin de votre phase de commandement ou à la fin de votre tour dans le 5e round de bataille. Ça veut dire que les 2 joueurs scorent à la fin de leur tour au T5. Ça, c'est génial. Ça veut dire que si vous êtes joueur 1, vous êtes plus pénalisé. Là, actuellement, quand vous comparez, moi, à tous les gens à qui je parle, si vous êtes joueur 2, vous gagnez plus que si vous êtes joueur 1. Parce que bah, c'est normal, vous avez tout votre tour 5 pour aller vous mettre où vous voulez pour scorer. Alors que le joueur 1, eh ben, à la fin de son T4, c'est au mieux ce qu'il va pouvoir scorer T5, et le joueur 2, il a tout un tour, tout son T4, pour venir contester complètement le joueur 1 et l'empêcher de scorer, quitte à sacrifier plein d'unités ensuite. Forcément, quand on est joueur 2, on gagne plus. Là, c'est plus le cas. Là, tous les joueurs vont a priori scorer à la fin de leur tour, au 5e round, y compris le joueur 1, ce qui laisse beaucoup plus de latitude de jeu. Et a priori, vu les règles qui ont changé, le joueur 1 a plus un avantage de malade non plus, puisque de toute façon, au tour 1, il y a quasiment aucune chance que vous voyiez quoi que ce soit de l'adversaire que vous pourriez tuer, puisque les nouvelles règles de décor et de terrain font que les unités qui sont dans un élément de décor et qui sont pas activées sont invisibles, donc de toute façon, vous pourrez pas shooter grand chose normalement. Donc ça va être intéressant, ça j'aime bien le principe, je trouve que c'est vraiment bien fait. Là on a d'autres exemples de missions, par exemple, on a Death Trap, donc ça c'est si vous êtes vous avez la force de la disposition de force disruption et vous affrontez un prendre et tenir. Vos règles, c'est pour chaque élément de terrain qui a été piégé à ce tour, vous marquez 2 points de victoire. Et si c'est un objectif, vous gagnez plus 3 points de victoire, donc 5. Comment est-ce que vous mettez un piège ? À votre phase de tir, vous faites une action dans une unité, vous faites une action dans un élément de décor qui se complète immédiatement à la phase de tir, et ça a piégé l'élément de décor. Donc chaque élément de décor qui est piégé vous rapporte 2 à 5 points, et en plus de ça, s'il y a des unités qui sont dans un élément de décor qui étaient piégées et qui ont été détruites, vous gagnez 3 points de victoire à n'importe quel tour, et à partir du 2e tour, chaque objectif que vous contrôlez, c'est 4 points, sans compter votre objectif maison. Donc vous avez une autre manière de scorer qui est, vous avez envie de faire des actions dans les objectifs pour déployer des pièges, donc peut-être vous jouez une armée très MSU, plein de petites unités, un peu chiante à aller chercher avec des mouvements réactifs qui vont se mettre dans les décors et faire des actions. Vous n'êtes pas là pour tuer des trucs, maintenant vous avez quand même de la létalité puisque vous pouvez marquer dès que vous détruisez un truc qui est dans un élément de décor. Ça c'est très intéressant aussi, c'est chouette. J'aime vraiment bien la manière dont ça fonctionne. Au niveau de comment vous allez démarrer le jeu, c'est comme d'habitude, vous avez votre liste d'armées, vous déterminez les missions en comparant les 2 dispositions de force, vous déterminez le déploiement, chaque mission aura évidemment ses déploiements, je pense que ça sera quasiment les mêmes que maintenant, on va avoir le Crucible, le Tipping Point, le Hammer and Anvil, etc. Vous avez des twists, ça sera comme ce qu'on avait dans la version existante, je pense que ça sera pour le non compétitif. Vous avez le champ de bataille, vous prenez un layout Games Workshop, et vous déterminez attaquant-défenseur, et vous choisissez les missions secondaires. Pour les missions secondaires, ils n'ont pas spécifiquement précisé, a priori ça va être toujours un deck où vous tirez les cartes au pif, en mission fixe ou en mission aléatoire, et vous essayez d'accomplir les missions que vous avez tirées. Donc ça, a priori, il n'y a pas de différence par rapport à maintenant, c'est juste que ça sera peut-être pas les mêmes missions, tout simplement. Par contre, vous allez tirer 2 cartes,
et vous allez garder ceux que vous n'avez pas encore scorés. Ce qui veut dire que chaque tour, vous en tirez 2, et vous pouvez toujours scorer ceux que vous avez tirés au tour précédent. Donc votre mauvais tirage vous affecte beaucoup moins. Par exemple, imaginons au tour 1, vous avez tiré Assassinat et abattez-le. 2 trucs que vous pourrez jamais faire T1, sauf si l'adversaire s'est déployé n'importe comment. Vous prenez ces cartes-là, vous n'allez pas les scorer à votre tour 2, mais vous allez les mettre de côté. Si, en cours de la partie, au tour 2, vous tirez autre chose, vous tirez établir une confluence et vous tirez derrière les lignes ennemies. Vous allez faire établir une confluence, vous allez le mettre de côté. Derrière les lignes ennemies, vous ne faites pas, vous le mettez de côté. Si au T3, T4, T5, vous arrivez à faire Assassinat, eh bien il est toujours là et vous pouvez toujours le scorer. Si vous faites abattez-le, il est toujours là et vous l'avez scoré. Vous n'avez pas besoin de le dégager pour un point de commandement, vous avez juste les cartes, elles restent là et vous les scorez au fur et à mesure. Ça, c'est super chouette, très intéressant, vraiment bien. Il note aussi qu'il y a 45 points maxi que vous pouvez mettre pour les missions principales, avec 15 points maxi par tour. Il n'y a pas de tour où vous ferez 20 de primaire malgré tout le nombre d'objectifs que vous pouvez faire. Ça, c'est bien d'avoir mis une limite. Ça rééquilibre quand même pas mal les différentes missions principales que vous pourrez avoir. Donc ça, c'est bien. Et a priori, pour les missions secondaires, ça va être aussi 45, ça fait 90 et 10 points de peinture. Je pense que ça sera ça le principe. Je trouve que c'est super intéressant, j'aime bien ce qu'ils ont présenté, ça me plaît beaucoup. Le fait d'avoir une manière de scorer qui va être dépendante de comment vous avez construit votre liste, c'est super bien. Le fait que les missions secondaires, vous n'êtes pas pénalisé par un tirage pourri, c'est super bien. Par contre, ça veut aussi dire qu'on commence à avoir une vraie inégalité de points de commandement entre les armées qui ont un personnage qui vous donne plus un PC ou une unité qui vous donne plus un PC et les armées qui n'en ont pas. Parce que les armées qui n'en avaient pas, vous aviez toujours le côté, de toute façon, si je tire des secondaires pourris, au pire, je peux les virer pour avoir des PC en plus. Et là, vous pourrez a priori plus, puisque vous allez garder ces cartes dans votre coin. Alors, peut-être que celle que vous avez stockée, vous pourrez toujours dire, je souhaite ne plus la scorer, et je la dégage, et je la garde pas en stock, mais ils en ont pas parlé là spécifiquement. Donc il faudra voir ce que ça donne. Ça pourrait vouloir dire que les armées qui ont des bonus de PC, des réductions de PC type Space Marines par exemple, seront extrêmement avantagées. On verra ce que ça fait, évidemment, dans le futur, on va pas s'inquiéter maintenant. On va ensuite parler de quelques rumeurs qui seront probablement confirmées cette semaine avec un nouvel article qui sont sur le terrain. C'est Auspex Tactics qui a partagé ça. A priori, ça a l'air d'être plus des leaks quasi confirmés que des rumeurs. Mais en gros, comment marcheraient les décors en V11 ? Ça a l'air d'être un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, l'élément de décor que vous posez sur l'empreinte n'a plus vraiment d'importance. A priori, ce qui compte, c'est l'empreinte elle-même. Si vous êtes derrière l'empreinte, vous n'êtes toujours pas visible. Si vous êtes dans l'empreinte, vous êtes visible, mais vous êtes à couvert. Si vous êtes en dehors d'une empreinte, vous êtes visible en fonction de si vous êtes derrière d'autres empreintes ou pas. Ça, c'est super intéressant, et ça veut dire que vous pouvez mettre des murs, des ruines, des grandes ruines, des petites ruines, des statues, des bois, on s'en fout. Et du coup, ça voudrait aussi dire potentiellement que dès que vous êtes dans une de ces empreintes, vous avez une ligne de vue en dehors de cette ruine, point barre. Enfin, on va même plus appeler ça une ruine, on va appeler ça une empreinte de terrain, que ça soit un bois ou une ruine. Si votre unité est dedans, vous voyez en dehors. Normalement, on considère qu'il y a des trous, il y a des fenêtres, il y a des machins, il y a des zones qui vous permettent de tirer. Par contre, vous êtes aussi vu par tout le monde. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne. Et ça serait intéressant parce que ça veut dire que certes, vous avez le couvert qui a priori va être un -1 CT pour l'adversaire, ce qui est ultra impactant par rapport juste à un +1 sauvegarde qui n'affectait même pas certaines saves. Là, ça va être beaucoup plus dur. Mais par contre, ça veut dire qu'on vous voit beaucoup plus facilement aussi. Donc il y a plus de trucs qui peuvent vous tirer dessus, ils vont juste mal vous toucher. Ça, je trouve ça intéressant, en tout cas si c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura aussi évidemment des empreintes de terrain qui seront les objectifs, ça j'imagine que ça sera très normé. Bon, a priori, selon les leaks, il y aurait sur les Layout Games Workshop 16 empreintes de terrain, ce qui est beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement en Games Workshop. Maintenant, ça dépend de la taille des empreintes. Il y en a déjà un qui a apparemment été leaké qui est 10 pouces de long sur 2 pouces de large, donc ça serait une espèce de mur défensif ou une ligne de défense, ou un peu comme la ligne de défense Aegis que vous avez en garde impériale, que vous pourriez du coup utiliser comme un décor un peu tout droit comme ça, là 10 pouces sur 2, qui serait plutôt sympa. Donc ça sera pas forcément que des énormes empreintes de ruines, elles auront pas toutes les mêmes, et ça voudrait potentiellement dire qu'on peut enfin s'abstraire des ruines en L. Si vous voulez mettre des ruines en L, vous mettez des ruines en L, si vous voulez mettre des forêts, vous mettez des forêts, tout le monde s'en fout de ce qui est posé sur la table, vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous avez certaines tailles d'empreintes dans lesquelles vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça, je pense que ça serait vraiment sympa comme mode de jeu. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'ils gèrent le couvert vis-à-vis de ça, parce qu'avec 16 empreintes, si c'est 16 empreintes taille WTC, donc que c'est toutes les mêmes en mode grand rectangle, ça risque d'être absolument odieux pour les armées de tir, parce que ça veut dire que tout sera tout le temps à couvert et que donc vous toucherez tout le temps à -1, surtout que comme les objectifs vont être des éléments de décor, ça veut dire que quand vous tenez un objectif, vous êtes à couvert, et donc vous avez -1 pour être touché au tir. Ça voudrait dire que le tir serait très pénalisé, donc il faudra voir la taille de ces empreintes, et évidemment les règles finales de couvert, de ligne de vue, etc. Autre information importante que Auspex a donnée, c'est qu'a priori Games Workshop ne veut pas
d'autres dispositions de terrain que celles qu'ils vont proposer eux. Actuellement, les layouts Games Workshop, ça a l'air d'être surtout joué par les Américains, de ce que je comprends. Nous, en France, on est soit sur du WTC, soit sur du FEC. Aux États-Unis, il y a aussi plein de WTC. Au Royaume-Uni, ils ont le UKTC aussi, qui est un peu différent. Games Workshop a l'air de dire, on en a marre d'avoir un jeu qu'il faut équilibrer pour nos événements en Games Workshop, les événements WTC et la FEC. C'est pas pratique pour nous, et donc ils aimeraient bien que tout le monde utilise leur propre layout. Pour que ça soit le cas, il faut que les layouts soient considérés comme bien équilibrés par toutes ces organisations-là. Ils pourront jamais forcer le WTC ou la FEC à utiliser les layouts Games Workshop, mais si ces layouts sont suffisamment bien faits et sont suffisamment équilibrés, bah, il est probable que les personnes n'aient pas envie de réinventer la roue et utilisent ces dispositions de terrain-là, ce qui serait probablement mieux pour tout le monde, parce que ça veut dire que vous avez qu'un seul truc à regarder, quel que soit le tournoi que vous jouez, vous n'allez pas vous dire ouais mais là ma liste elle marchait super bien en WTC, mais finalement si on joue en FEC, en fait ma liste elle tourne plus du tout parce qu'il y a vachement plus de couloirs de tir, ça marche pas. Bon, là vous n'avez pas à vous poser la question, vous allez jouer avec un seul layout, en espérant que Games Workshop arrive à faire un truc qui fonctionne assez bien pour que le WTC et la FEC les adoptent aussi. Bon, a priori, de toute façon, tout ça sera révélé cette semaine, donc on en saura plus à ce moment-là, mais ça paraît intéressant. Moi, vraiment, la manière dont je vois le truc fonctionner, ce serait que du coup, comme d'habitude, comme maintenant, si vous êtes derrière une empreinte de ruine, bah, quelqu'un qui est de l'autre côté de cette empreinte ne vous voit pas. Si vous êtes dans l'empreinte de ruine, vous voyez en dehors, normalement, il n'y a pas de question de ligne de vue réelle ou rien avec l'élément de décor, vous voyez en dehors, comme ça, point barre, on considère qu'il y a des fenêtres, il y a des arbres, il y a des trous dans le mur qui vous permettent de viser et de tirer. Tant que vous n'êtes pas activé, on vous voit pas à 15 pouces. À partir du moment où vous êtes activé et que vous avez tiré, on vous voit normalement. Si vous êtes dans la ruine, on vous voit. Qu'il y ait un mur devant vous ou pas, vous êtes visible parce que vous avez pu voir et tirer, donc on vous voit et on vous tire dessus. Si vous êtes en dehors de l'élément de décor, évidemment du coup vous avez le couvert, donc un malus de -1 pour vous toucher. Et si vous êtes en dehors d'un patron, bah vous êtes juste visible comme ça et on peut vous tirer dessus. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. On en saura plus évidemment dans quelques jours. Et on va terminer avec ce que j'ai peint. Alors cette semaine, j'ai peint quelques éléments de décor, mais aussi quelques trucs de Slaanesh. Alors j'ai peint ces espèces de 3 petits marqueurs. Ça pourrait être des marqueurs d'objectifs, en tout cas c'était prévu pour la version précédente, mais maintenant que les objectifs vont être des terrains, ça marchera un peu moins bien, mais ça peut toujours être placé au milieu d'un élément de décor. C'est des espèces de petits hôtels, un peu du chaos, mais ça pourrait marcher pour du Drukhari aussi. Ça marche pour du AOS et ça marche pour du Warhammer 40 000. C'est des petits bonhommes empalés sur des roues et sur des trucs, ou pendus. Bon, ça marche très bien pour un truc chaotique. Je me suis pas particulièrement foulé, hein, c'est pas très compliqué, c'est du bois, du métal et un bonhomme tout découpé. J'ai rien fait de spécial, ça rend plutôt bien, c'est sympa. J'ai aussi cet élément de décor là, alors il est beaucoup plus petit que quand je l'ai commandé. En fait, j'ai commandé ce truc. Normalement, il y a 4 statues de bonhommes un peu comme ça agenouillés qui sont tous reliés avec des chaînes à cette espèce de pierre. Le problème, c'est que quand j'ai reçu le décor, les bonhommes étaient tout pétés, l'impression allait pas du tout ensemble, il y a rien qui tenait ensemble, il y a rien qui collait, les chaînes étaient toutes cassées. Bref, ça a été imprimé dans une résine beaucoup trop fragile, je pense, et du coup c'était cassé de partout. Donc le seul que j'ai réussi à sauver, c'est une de ces espèces de statues de bonhomme accroupi, et il est même pas vraiment relié à la pierre elle-même, donc voilà, c'est comme ça, je suis pas allé beaucoup plus loin. Maintenant, l'effet de la pierre suspendue est super bien fait, avec ces chaînes un peu rigides là, parce que du coup, bah, la pierre elle flotte, et donc ça fait une espèce de pierre hurlante de Slaanesh, plus ou moins, c'est comme ça que je l'ai peinte, mais ça marchera pour Age of Sigmar, pour 40 000, ça fait un élément de décor chaotique qui peut être intéressant. Donc ça rajoute un petit peu des éléments pour décorer les tables. Et puis j'ai aussi peint 3 Fiends, 3 charnels de Slaanesh, qui là aussi marcheront pour AOS et pour jouer des démons par exemple en Emperor Children, typiquement avec le détachement démon qui vaut peut-être que 1 point de détachement, et un autre détachement Emperor Children qui en vaut 2. Comme ça j'ai des démons et des mecs dans n'importe quelle autre manière de jouer, ce qui peut être vachement cool aussi. Ça va être intéressant de voir comment il le gère là-dessus. Mais du coup, ces 3 petites charnels, je suis assez content du résultat. Je les ai sous-couchés en blanc. Ça a été peint avec du Slaanesh Grey pour la peau, qui a été éclairci avec du Slaanesh Grey dilué avec du Grey Seer, de plus en plus de Grey Seer dedans, pour faire une peau un petit peu plus blanche que mauve. Tout le métal a été peint en Iron Hands ou en Retributor Armor. Et après, il y a eu des dégradés en water blending, en wet blending, entre du Phoenician Purple et du Abaddon Black sur les griffes et sur certains éléments pour passer du mauve au noir. Bon, comme d'hab, la sous-couche blanche est super chouette pour travailler sur ces trucs-là, parce que ça vous donne tout de suite plein de profondeur et des couleurs très vibrantes, très contrastées. Le problème, c'est que du coup, ça se barre. Hein. Ça, c'est toujours le problème, c'est que si vous peignez comme moi je peins avec des peintures relativement diluées, que vous aimez bien mélanger les unes avec les autres, et c'est un peu chiant, parce que si vous mettez pas une bonne grosse couche à un moment, quand vous prenez la figurine, ça finit par se barrer un peu au niveau du socle, au niveau des pinces, etc. Et le vernis mat, le problème c'est que ça tue complètement le métallique des objets métalliques sur la figurine. Donc bon,
Ça restera comme ça, j'espère juste que la peinture se barrera pas trop. Je suis assez content du résultat, je les trouve plutôt chouettes, plutôt jolies ces petites charnelles. J'en ai sous-couché 6, j'ai eu le temps d'en peindre que 3. On verra si je passe là-dessus ou si je fais autre chose pour la semaine prochaine. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça fait assez long comme ça. Vous me direz ce que vous pensez des nouvelles règles de construction d'armée, de missions, de décors. On parle un peu de tout ça en commentaire comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les boutons YouTube et la zone de commentaires, vous savez comment ça marche, vous avez le lien MyHobbyPlace, continuez s'il vous plaît à l'utiliser parce que ça fonctionne super bien et ça nous permet vraiment de continuer à faire ces vidéos. Vous savez comment ça marche, hein. Vous achetez vos figues moins chères, y compris les précommandes, que chez Games, et nous ça nous reverse une petite commission si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ce qui nous permet de continuer à faire toutes les vidéos. Et sinon vous avez la page Tipeee, merci à tous les nouveaux tipeurs, vous êtes nombreux à nous rejoindre récemment, c'est vraiment super chouette, et ça nous aide à faire de meilleurs lives, de meilleurs rapports de bataille, des analyses de codex, toutes les discussions qu'on fait avec l'autre Nico. Donc n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs, merci à eux de nous soutenir, et si vous avez envie de nous soutenir financièrement, c'est une bonne manière de le faire. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!